Alors la grande question qui nous anime aujourd'hui est la suivante. À qui appartient le passé? C'est une question qui est au cœur d'une véritable bataille mondiale pour l'art, pour les artefacts et pour l'histoire elle-même. On va plonger ensemble dans ce débat qui est aussi complexe que passionnant. Voilà notre programme. On va commencer avec une histoire de perte, une histoire vraiment poignante. Ensuite, on explorera les origines, parfois assez troubles, des grandes collections qu'on connaît. Puis on va décortiquer les réseaux criminels d'aujourd'hui avant de se pencher sur les tentatives de règles internationales pour finir sur le débat qui, lui, fait toujours rage. Pour bien commencer, il y a une chose essentielle à comprendre. On ne parle pas juste de beaux objets ou de vieilles pierres. Non, pour beaucoup de communautés, ces artefacts ont une signification spirituelle, culturelle, qui est immense. Et quand on les leur arrache, c'est une blessure profonde. Prenez par exemple le village de Lokhari en Inde. Imaginez un peu. Dans leur temple, il y avait des statues qui n'étaient pas juste des sculptures, c'était leurs dieux. Alors, quand des pilleurs sont venus et les ont emportés, ils n'ont pas juste volé des objets. Comme le disent si bien les villageois, c'est l'âme même de leur communauté qui a été volée. C'est une violation d'une profondeur incroyable. Et attention, ce n'est pas un cas isolé. Le pillage, ça a toujours existé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a atteint une échelle sans précédent. On est face à une menace qui est aussi réelle pour la culture de l'humanité que celle qui pèse, par exemple, sur les espèces animales en voie de disparition. Mais alors, comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut se plonger dans les origines de beaucoup de grandes collections de musées. Et vous allez voir, leur histoire est souvent bien plus compliquée qu'on ne l'imagine. Prenons un cas concret, celui du Musée royal de l'Afrique centrale en Belgique. Son histoire, comme on le voit bien ici, est complètement liée à la colonisation du Congo par le roi Léopold II. En fait, le musée est né de cette période, et il a même servi d'outil de propagande pour justifier l'entreprise coloniale. Et comment est-ce qu'on acquérait ces objets? Eh bien, il y avait plusieurs méthodes. Parfois, c'était par la force brute. Le lieutenant Storms, par exemple, a carrément soumis le peuple tabois et a raflé les objets de pouvoir de leur chef. Un pur butin de guerre. Dans d'autres cas, le rapport de force était tellement inégal que les populations locales se sentaient obligées de donner des objets. Et très souvent, quand on regarde les archives de l'époque, eh bien, elles sont très vagues sur la façon dont les choses ont été acquises. Cet héritage historique, un peu chargé, a en quelque sorte préparé le terrain pour un problème bien actuel, un immense marché mondial et illégal d'antiquités. Voyons un peu comment fonctionne ce trafic. En fait, c'est une chaîne criminelle très bien rodée. Ça commence souvent au niveau local, avec des gens poussés par la misère qui vont fouiller des sites archéologiques. L'objet va ensuite passer de main en main des intermédiaires aux passeurs, et à chaque étape, sa valeur grimpe en flèche. L'étape cruciale, c'est le blanchissement, souvent en Suisse, où on lui fabrique de faux papiers, une fausse histoire, et c'est comme ça qu'il finit par se retrouver sur le marché de l'art, vendu pour des sommes astronomiques. Et là, attention, on ne parle pas de petite délinquance. C'est une entreprise criminelle hyper organisée, qu'on appelle la criminalité en col blanc. C'est-à-dire qu'elle est commise par des gens de haut statut social dans le cadre de leur profession. Des gens qui trouvent des justifications à leurs actes et qui rendent la frontière entre le légal et l'illégal complètement floue. Et pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène, rien qu'en Belgique, par exemple, on estime que plus de 90% des biens culturels qui ont disparu provenaient de collections privées. Ça montre bien que ça dépasse largement le cadre des musées et des institutions publiques. Alors, face à cette crise, comment est-ce que la communauté internationale a essayé de réagir? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour lutter contre ça? Principalement, il y a deux grands traités internationaux qui ont été créés. D'un côté, il y a la Convention de l'UNESCO de 1970. Ça, c'est un accord entre États du droit public pour essayer de bloquer les importations et exportations illégales. Et de l'autre, la Convention d'Unidroit de 1995. Elle, c'est du droit privé. Elle donne des outils juridiques concrets à une personne ou à une institution pour récupérer un bien volé, même s'il faut parfois dédommager un acheteur qui l'a acquis de bonne foi, c'est-à-dire sans connaître son origine frauduleuse. Et ce qui est très important avec Unidroit, c'est que ça impose des délais assez stricts. Une fois que le propriétaire a localisé son bien et sait qui le détient, il n'a que 3 ans pour agir. Il y a aussi un délai de prescription absolu de 50 ans après le vol. Bref, la fenêtre d'action n'est pas illimitée, ce qui pousse à être réactif. Mais voilà, même avec toutes ces règles, le débat de fond, lui, il est loin d'être réglé. On est toujours en plein dans une véritable bataille pour le passé, pour savoir où ces objets doivent être. On a vraiment deux camps, avec des arguments très forts de chaque côté. D'un côté, les pays d'origine qui parlent de justice, de réparation historique. L'ambassadeur du Nigeria a eu cette phrase choc: « Refuser la restitution, c'est comme enlever un enfant à une veuve pauvre sous prétexte qu'on est riche et qu'on peut mieux s'en occuper. » Et de l'autre côté, on a 18 grands musées qui ont publié une déclaration commune, se définissant comme des institutions universelles. Pour eux, une restitution systématique serait tout simplement la mort des musées.
Et s'il y a bien un cas qui incarne cette complexité, c'est celui des marbres du Parthénon, les marbres d'Elgine. Lord Elgin les a emportés au début du XIXe siècle avec une autorisation des autorités ottomanes de l'époque, mais dont la validité est encore très discutée. Aujourd'hui, le British Museum dit les avoir sauvés de la ruine, tandis que la Grèce les réclame comme une partie inséparable de son âme, de son identité. C'est un conflit qui dure depuis 2 siècles et il n'y a toujours pas de solution simple en vue. Finalement, la question reste entière. Elle est à la croisée du droit, de l'histoire et de l'éthique. Le passé a-t-il sa place dans un musée, peut-être à des milliers de kilomètres, ou doit-il retourner dans sa patrie d'origine? C'est une question fondamentale qui nous interroge tous sur qui devrait être le gardien de l'histoire de l'humanité.